Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle aventure de Face à l'actu. Face à l'actu, justement, au cœur de l'actualité. Ce soir, nous donnons justement la parole à une dame, femme politique de premier plan, mais aussi leader associatif. Elle préside au destiné du mouvement de la jeunesse émergente républicaine du Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez certainement compris, ce soir, le tapis rouge est déroulé à Madame Katim Ba, conseillère régionale du Sud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Stéphane Varga, bonsoir. Comment vous allez? Merci de m'accueillir. Oui, ça va, ça peut aller, ça va. Merci. Alors, je suis particulièrement ravi de voir cette dame qui fait beaucoup parler dans la région du Sud. Et ensemble, nous allons revenir sur un certain nombre d'actualités, justement, qui ont trait à la diaspora. Vous savez, tous les combats qu'il y a autour de la diaspora, est-elle positive, est-elle négative? Avec l'expérience qui est la vôtre, justement, on va essayer de tirer un avis concret sur cette diaspora-là. Nous reviendrons aussi en introduction d'émission, là je précise, sur ce qu'on peut appeler le clin d'œil de la rédaction. Justement, nous avons essayé, au travers d'une plume et d'une signature, de revenir sur un événement particulier qui est lié à cette sortie de Jean-Baptiste Plaka, journaliste togolais officiant pour RFI, qui, à sa manière, a essayé de revenir sur le dernier voyage du couple présidentiel qui était du côté de Genève, juste durant la période du 20 mai. Nous y reviendrons en introduction. Nous irons aussi là, regardez du côté du Conseil régional du Sud. Là-bas aussi, ça parle beaucoup. On parle des choses pas très bien. On va, en votre compagnie, revenir sur ces questions des rideaux, de détournements, de mauvaise gestion, mais aussi essayer de voir, nous sommes à la deuxième année, essayer de voir sur quel aspect le Conseil peut se démarquer et essayer de faire un petit bilan à mi-parcours sur ce qui est fait de ce côté-là, du côté du Conseil régional du Sud. Nous consacrerons la conclusion de notre émission justement pour revenir, je l'ai précisé en introduction, sur le mouvement que vous présidez, la jeunesse émergente républicaine du Cameroun. Vous nous direz de quoi il est question, le positionnement, et peut-être on pourra découvrir ensemble quelques bribes de votre passage au boulevard du 20 mai où vous avez fait abondamment réagir. Madame Katim Ba, si ce programme vous convient, je crois qu'on va aller ensemble. Avec la toute première halte de ce programme, justement, nous avons essayé de revenir à notre manière et interroger le positionnement qui est celui de Jean-Baptiste Plaka, le journaliste togolais, je l'ai dit, officiant du côté de Radio France Internationale, qui, après sa plume, sous forme d'édito, est revenu de façon abondante sur le récent séjour du chef de l'État en terre suisse. Prenons ce clin d'œil de la rédaction d'Info TV. Dans un éditorial diffusé sur Radio France Internationale, le journaliste d'origine togolaise Jean-Baptiste Plaka revient avec une pointe d'impertinence sur le dernier voyage du couple présidentiel camerounais Paul et Chantal Biya en terre helvétique. Alors que les Camerounais se réveillent peu à peu de la fête de l'unité nationale, célébrée avec faste, laissant le prétexte de la célébration de l'unité nationale qui lui offrait un éventail d'éléments lui permettant de parler du Cameroun et de son chef. Plaka choisit le court séjour privé de Paul Biya, sujet dont il n'a aucun élément pouvant lui permettre de faire une sortie sur des choses vues, entendues et senties. Au que non, il choisit de relayer des ragots et des fadaises dont seul son média employeur a le secret, suscitant au passage l'ire et la colère du ministère de la Communication camerounais qui, par la voix de René Emmanuel Sadi, renseigne l'effronté sur un certain nombre de fondamentaux. Premièrement, les séjours privés du président de la République camerounais en Suisse ne datent pas d'aujourd'hui. Il procède d'un choix personnel et libre qui n'altère en rien la passion profonde qu'il a pour son pays. Ensuite, ces séjours ne se sont jamais heurtés à une quelconque hostilité du pays hôte, avec lequel, d'ailleurs, le Cameroun entretient d'excellentes relations.
20 tentatives donc pour l'ancien diplômé de l'école supérieure de journalisme de Yaoundé de jeter du discrédit sur le style devenu marque de fabrique de l'homme du 6 novembre, auquel les Camerounais dans leur immense majorité ont fait confiance en 2018. Liberté d'expression oui, désinformation non. Avis donc à M. Plaka et compagnie, afin que la jurisprudence malienne ne s'exprime point en terre camerounaise. Retour sur ce plateau, Madame Katimeba, vous avez suivi le clin d'œil de la rédaction centrale d'Info TV. Premier commentaire et première réaction. Je ne sais pas trop s'il faut vraiment accorder une importance particulière à cette sortie de M. Plaka, parce que je pense que des nègres de service comme ce monsieur, on en a vu et on en verra encore. C'est un peu fort ce que vous dites. Oui, non, mais c'est vrai, parce que nous savons très bien dans la tradition africaine, nos anciens, nos personnes âgées sont sacrées. Donc M. Plaka, dans sa sortie, en plus, ce sont des éventualités. Le président aurait un court séjour en Europe, aurait séjourné à l'hôpital, il ne serait peut-être pas... Mais vraiment, je ne sais pas sur quoi il se base ce monsieur. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas très bien retenu la leçon il a déjà eu ce genre de problème avec le président Sassou Nguesso en 2012. Oui, oui. Voilà. Et puis, en 1981, il a fait la prison. C'était pas à cause du président Paul Biya. Hein. Donc, je pense que le ministre de la Communication l'a bien remis à sa place. Oui. Et voilà, que les Camerounais ils connaissent leur président, on connaît son âge et on l'aime tel qu'il est. Donc, je préférais vraiment qu'il s'occupe de ces problèmes et des problèmes du Togo. Qui s'occupe de ces problèmes, le journaliste togolais, c'est en fait ce que vous pensez. Mais beaucoup s'interrogent quand même sur cette récurrence des voyages du chef de l'État. Est-ce que le Cameroun n'est pas beau comme tel qu'il se présente, madame? Il en a le droit ou pas? Bien sûr. Et cela a été relevé sur le clan des voilà. TV. Et il connaît le Cameroun. Oui. Je pense même qu'il connaît très très bien le Cameroun. Moi, à mon humble avis, je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'on imagine vraiment que le président vit plus en Europe qu'au Cameroun? On a tous nos droits. Je pense qu'on peut avoir une destination préférée ou quelque chose, un endroit dans le monde qu'on aime bien. Et ça, il en a. Je pense que c'est de son droit absolu. Merci, Madame Katimeba, pour ce commentaire au clin d'œil de la rédaction qui concernait ce soir cette sortie polémique et recadrée du journaliste togolais officiant pour Radio France Internationale, Jean-Baptiste Plaka. Nous ne sortons pas de la diaspora, chère Madame. Nous allons là aussi revenir sur quelques séquences malheureuses. Nous prendrons pour curseur le récent concert de la diva de la musique camerounaise, Grace Deka. Là, par contre, aussi, on a vu une diaspora, mais celle-là négative s'exprimer, empêchant l'artiste de prester. Elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux, ceux-là qui ont été blacklistés sur le continent européen, au prétexte qu'ils auraient choisi un camp précis, celui du président Paul Biya et de son parti RDPC. Cela se retrouve tout simplement blacklisté. Comment est-ce que vous interprétez cette divergence entre, ou alors cette convergence et ce mélange douteux entre la culture qu'expriment ces artistes et les arènes politiques? Voilà, je pense que vous venez en fait de poser le problème. Je ne suis pas sûr que cette minorité de Camerounais là, qui posent ces actions, soient forcément des contre, qui soient contre ceux qui sont des pro-Biya. Je ne pense pas. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont contre la République. Parce qu'un artiste qui va simplement faire son métier, il n'est pas, c'est pas un RDPciste, c'est pas, voilà. Donc, je ne pense pas que la culture est en fait ce qui devrait nous réunir, nous tous. Je ne sais pas, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, la culture est ce qui nous réunit. Donc je ne vois pas en quoi c'est ces personnes-là. Mais je ne pense même pas il faut pas forcément s'attarder sur... Parce que la véritable diaspora en Europe... Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de médecins camerounais en région parisienne que dans tout le Cameroun entier?
Vous nous faites la révélation. Ah, tout à fait. Il y a plus d'ingénieurs camerounais en France. Est-ce que vous savez que le plus jeune doctorant en France à l'heure actuelle est un Camerounais? Ça, beaucoup de gens ne savent pas ces choses-là. Et ce sont ces jeunes-là, justement, qu'il faut aller chez. D'ailleurs, il faudrait même aller les chercher avant qu'ils ne signent la nationalité française. Et donc, là, actuellement, la diaspora camerounaise est une diaspora très active et très positive. Donc, cette minorité de personnes ne devrait vraiment pas accrocher notre attention. Et puis, parce que là, tellement en parler, je pense que c'est aussi faire un peu une sorte de promotion pour eux. Enfin, nous constatons malheureusement avec beaucoup de dépit que c'est cette diaspora-là qui paraît le plus audible, qui parvient à mobiliser même les forces de défense françaises pour justement essayer de séparer des bagarres et des rixes entre Camerounais. Est-ce vraiment l'image qu'on voudrait retenir du Cameroun et de sa culture? Vous nous dites qu'il y a beaucoup d'ingénieurs camerounais en région parisienne, beaucoup de médecins, mais on a toujours l'impression que cela, c'est le côté silencieux de la diaspora. Mais ceux qui ont pour coutume ces rixes et ces bagarres, c'est eux qui sont les plus visibles sur les réseaux sociaux, à la télévision, qui font beaucoup de bruit, même lorsque le chef de l'État aussi se retrouve du côté de la Suisse. Oui, ben c'est justement ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde est toujours à la recherche du sensationnel, parce que ce qui est positif, on ne le montre pas forcément. Oui. Là, à l'heure actuelle, il y a le forum des associations camerounaises qui est en train de se préparer là, le 22 juillet. Personne n'en parle et c'est pourtant un grand forum. Il y a une préparation à l'heure actuelle des awards, des ingénieurs camerounais en France, oui, pour l'année 2022. Et ça, ces choses-là, ce sont des choses qui sont en préparation par la véritable diaspora camerounaise. Ça, les médias français n'iront jamais fouiller là-bas pour chercher ce que les Camerounais font vraiment. Mais oui, quand il y a une bagarre entre 2 ou 3 personnes, bien évidemment. Vous pointez un doigt accusateur sur certains médias d'un pays ami du Cameroun. Parfois aussi, les postures de ces pays-là sont interrogées. Pourquoi à chaque fois laisser faire sans interpeller? Voilà. On ne va pas refaire l'histoire, mais on a vu des ambassades saccagées, l'ambassade camerounaise, du côté de la France même aussi, l'ambassade camerounaise. Et on a interrogé aussi cette lenteur en termes de réaction, justement, des forces de défense. Est-ce qu'il n'y aurait pas un soupçon de complicité? Voilà, vous comprenez donc. Et vous avez touché là du doigt certaines choses, certains questionnements qu'on se pose tous. Parce que, à un moment donné, ces gens-là ne sont jamais condamnés. Oui. À la limite, c'est toujours des petites gardes à vue, oui, pas plus. Et il faut dire, parce que à force, ils ne font pas que nuire au Cameroun, mais ils nuisent aussi à la bonne tranquillité des simples citoyens français. Oui. Et alors, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas des véritables sanctions envers ces personnes-là qui ne représentent absolument rien en plus. Alors, on va épiloguer 1 ou 2 minutes encore sur cette diaspora-là, mais là, on se pose aussi des questions quant au projet qui est proposé par le Cameroun à cette diaspora-là. Il y a des sujets qui reviennent. Chaque fois qu'on parle de la diaspora, la double nationalité, le droit de vote et les conditions qui sont mises. Vous avez parlé du cas des ingénieurs, les conditions qui sont mises en place pour pouvoir créer un cadre, ne serait-ce que pour que cette jeunesse-là, une fois formée du côté de l'Europe, puisse revenir et trouver un emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un manquement qu'on pourrait décrire à ce niveau de la part du gouvernement et de ceux qui nous dirigent? Oui, bon, on ne va pas dire que... Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'accompagnement de la diaspora. C'est vrai, mais tout n'est pas vraiment parfaitement fait. Mais nous avançons, nous cherchons des solutions ensemble. Et c'est aussi ça, le rôle de la GEC, de réunir tous les Camerounais, toute la jeunesse camerounaise, oui, à travers le monde entier, pour que nous puissions réfléchir et pouvoir réfléchir sur nos problèmes, trouver des solutions et pouvoir aussi les présenter aux aînés. C'est aussi ça. Alors, justement, vous évoquez des cadres de réflexion au sein de la GEC. Oui. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez posé le problème de la double nationalité et peut-être du droit de vote dans vos réflexions? Les Camerounais de l'étranger votent. Les Camerounais de l'étranger votent. Oui. Bon,
vous voulez parler de ceux qui sont d'une autre nationalité. La double nationalité, Oui, c'est là, est-ce qu'ils envoient au chapitre lorsqu'on parle de l'avenir du Cameroun? Ça, c'est un dossier vraiment qui n'est pas de mon... Bon, peut-être que moi, étant une femme... De façon citoyenne, est-ce que vous avez essayé d'amener la réflexion sur ce côté-là? Vous trouvez, selon vous, ceux qui sont nés du côté de la Belgique, par exemple, le côté de la Suisse, et qui ont des ambitions à revenir au Cameroun, mais du fait de leur naissance à l'extérieur, ils se trouvent coupés des réalités camerounaises et parfois la nationalité qui devrait leur être octroyée, on leur demande des visas pour entrer au Cameroun. C'est quand même des incongruités que vous, en tant que membre de la diaspora et leader d'association, vous pouvez porter auprès des plus hautes autorités camerounaises. Oui, bon, il faut dire qu'on n'a pas forcément encore évoqué, on n'a pas forcément déjà évoqué tous les problèmes qui nous minent. Mais en même temps, bon, je ne sais pas, peut-être que moi de mon côté, étant une femme, les femmes bénéficient quand même d'un statut particulier. Maintenant, il faut véritablement creuser et je pense que on pourra forcément faire des propositions. Mais là, bon, c'est un sujet, je pense que le président de la République connaît très bien. Et à ça, je ne sais pas si on peut lui apprendre quelque chose là-dessus. Je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont faites en termes d'accompagnement pour sortir définitivement de ce sujet sur la diaspora, quels sont les principaux problèmes de la diaspora et pourquoi peine-t-elle parfois à revenir au pays? Il y a des personnes, une fois les études achevées, ils restent, ils se posent des questions, le temps passe, je rentre pas, et on retrouve des citoyens comme ça qui sont entre deux continents, il ne sait pas s'il faut rentrer, et parfois lorsqu'il décide de rentrer, il se fait tard, il n'est plus en santé, il n'est plus très actif, et peut-être c'est le Cameroun qui perd une expertise. Oui. Quels sont les problèmes de la diaspora, chère madame? Les problèmes de la diaspora, bon, elles sont multiples, elles sont aussi... En fait, je pense que c'est une question de courage. Vous savez, quand on a vécu très longtemps dans un pays, bon, je parle en toute connaissance de cause. Oui. Moi, je rentre au Cameroun après 24 ans. C'est pas évident. Oui. Et je le dis parce qu'il faut déjà d'abord ce courage-là de se dire, bon, c'est bon, ok, je rentre. Et ça, c'est une décision qui est souvent très, très difficile à prendre. Parce qu'on se demande si on va vraiment reprendre ses repères. Voilà, qu'est-ce qu'on va, comme retour au commencer. C'est pas parce que même les petits problèmes de base, hein, on se demande est-ce qu'on va retrouver les mêmes amis, ses camarades d'enfance il faut tout recommencer parce qu'on a pris d'autres habitudes. Oui. On est les benguistes, comme on le dit. Et puis quand on arrive quand même, il faut recommencer, il faut se réintégrer. Mais il y a quand même une solution. Le plus important, c'est qu'il faut rentrer souvent. Oui. Il faut souvent de temps en temps. Voilà, parce que ça, au moins, c'est pas interdit. Si même ceux qui ne sont vraiment pas du tout, qui n'ont aucun lien avec le Cameroun, peuvent venir au Cameroun, alors combien de fois celui qui a un lien, il faut toujours venir. Oui. Ça permet de garder ce lien-là. Ça permet au moins de commencer à se frayer un chemin, de reposer certaines bases. Et au moment de rentrer, on sera quand même moins perdu. Oui. Que quand on s'est coupé de tout comme ça d'un coup. Ça, c'est pas évident. Il faut beaucoup de courage pour revenir. Et c'est vrai, les problèmes, véritablement, vous savez, bon, les problèmes que moi j'ai toujours, les retours que j'ai toujours eu en fait, c'est surtout sur le plan administratif. Oui. Quand on vient, qu'on est un jeune entrepreneur et qu'on veut, voilà, créer une entreprise, on n'est pas... Il y a beaucoup qui se font arnaquer. Voilà. Voilà, à votre niveau, est-ce que vous êtes favorable à l'idée qui commence à germer dans certains milieux de la création d'un ministère de la diaspora, comme c'est le cas au Mali, au Mali par exemple? Oui, moi je trouve, je suis entièrement pour l'idée. Bon, parce que vous voyez, il y a tellement de choses. Quand vous voyez par exemple l'honorable Ngancha, qui a le réseau des parlementaires de la diaspora, oui. C'est déjà
quand même quelque chose qui accompagne institutionnellement. Mais je pense qu'il faut un véritable ministère, mais vraiment dédié uniquement à la diaspora. Ce serait très bien. Parce qu'on le voit, hein, même l'ambassadeur du Cameroun en France actuellement, il fait beaucoup. Il fait beaucoup vraiment en termes d'accompagnement. Il fait beaucoup. Merci, chère Madame Cathy Meba, pour ce regard panoramique sur les difficultés qui sont celles de la diaspora camerounaise. On va laisser un peu les benguistes où ils sont et essayer de revenir chez nous au Cameroun. Je vous ai présenté comme femme politique de premier plan, conseillère régionale du Sud. Mais avant de nous plonger dans ce sud profond que vous connaissez tant, je vais vous poser une question tout à fait d'introduction sur cet aspect-là. Vous êtes femme politique. C'est facile d'être conseillère régionale lorsqu'on est femme? C'est vrai que le Cameroun et les populations découvrent les conseils régionaux. Ça a été facile, cette aventure-là, de parvenir à vous hisser comme conseillère régionale? Non. Enfin, je ne sais même pas si c'est facile d'être une femme quelque part femme politique. Dans le monde. mais je pense qu'au fur et à mesure, la femme prend quand même sa place. Oui. Et non, ça n'a pas du tout été facile. Et beaucoup de gens le croient. Hein. Mais certains ignorent que j'ai travaillé au moins pendant 1 an et demi sur ce projet-là. Et voilà pourquoi, comme on va dire, on revient encore au benguiste, parce que je me suis, moi, avant de revenir ici, je me suis dit, ok, je vais rentrer au Cameroun. Est-ce que je vais aller chercher du travail? Qu'est-ce que je fais? Et au final, je me suis dit, bon, moi, j'ai toujours été très intéressée par le milieu associatif. J'ai toujours été très, très active dans le social. Mais, et alors, je me suis dit, mais pour y arriver, il faut avoir, parce que c'est la politique qui définit un peu. Tout à fait. Donc, fallait que. Et justement, à ce moment-là, la décentralisation était déjà en train d'être amorcée. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais me lancer là et finalement, vous êtes lancé. Et finalement, voilà. Et avec beaucoup, beaucoup de travail, ça n'a pas du tout été facile. Mais vraiment pas du tout. Comment est-ce que vos collègues politiciens, hommes, je précise, vous ont accueilli, vous arrivez, tout de suite vous parvenez à avoir cette position qui est d'un certain niveau? Comment est-ce que vous avez été accueilli dans ce milieu qui, moi-même je le précise, le connaître un peu est assez machiste? C'est vrai. Bon, mais le problème n'est pas en fait, c'est pas en fait un problème de mes collègues hommes, hein, mais je pense que rentrer dans la classe politique en général est très très difficile. Oui. C'est très très difficile. Il faut quoi? Bon, il faut déjà avoir une expérience. Ce qu'on me reprochait, il faut un parcours, il faut un véritable bilan et il faut les réseaux. Bon. Non, mais oui, et en quelque sorte. Donc moi, il faut des mentors tout au moins pour vous tenir par la main. Oui, et ça, bon, mais moi je n'en ai pas en fait. Hein. Oui. Enfin, je crois que j'ai des conseillers. Oui. J'ai des conseillers, des gens que j'ai beaucoup consultés. J'ai aussi des aînés qui m'ont véritablement soutenu et je saisis d'ailleurs l'occasion de les remercier. Bon, je crois que je vais pas citer les noms, mais je me suis beaucoup inspirée des aînés. Oui. Et je suis allée auprès d'eux. J'ai vraiment recueilli beaucoup de conseils. Mais en fait, ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'on estimait effectivement que je n'ai pas d'expérience. Mais je crois qu'en fait, il faut en laisser. Malgré vos faits d'armes dans le milieu associatif. Mais beaucoup ne le connaissaient pas parce que beaucoup pensent qu'à partir du moment où on n'est pas au bord de la route en train de dire avec son habit du LDVC à dire au Paul Bio, en fait, on n'a rien fait. Donc ça, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Et c'est pour ça, parce que je pense même que lors des dépôts de candidature, j'avais été obligée de faire
mon état de service fait avec des photos à l'appui Oui. pour leur montrer à quel niveau j'ai été active et même à quel point où j'ai défendu le Cameroun au niveau où certains je pense que certains avec une expérience politique de je ne sais pas combien d'années ne sont même peut-être pas arrivés à ce niveau-là pour défendre le Cameroun. Mais comme ce n'est pas connu, Oui. on estime on peut penser qu'on n'a pas d'expérience. Et ça, bon, ça a été la surprise totale de constater que j'avais vraiment pas mal d'expérience à mon actif dans ce sens-là. Dans le milieu politique camerounais, il y a des femmes qui se distinguent. Nous avons Madame Damjoya. Tout à fait. Dans le RDPC. Il y en a, il y a des lionnes. Hein. Il y a des lionnes. Adèle Ngouissi, PCRN. Nouran Faustin, si je ne me trompe pas, PCN aussi. Il y a quelques visages comme ça qui parviennent à émerger. À quel niveau est-ce que vous vous situez? Vous êtes celle-là qui apprend encore ou bien celle-là qui estime être à une position où elle peut voir venir? Non, moi j'apprends. Et je pense qu'on apprend. Mais je ne sais pas si on finit d'apprendre. Hein. Je ne sais pas si on apprend et on apprend toujours. Donc pour moi, je pense que je suis dans une position où j'apprends et j'apprends encore. Oui. Et je continuerai d'apprendre, quel que soit le cas. Alors, certainement, vous avez beaucoup appris. J'apprends vite, on va dire. Dans le Conseil régional du Sud, vers lequel je vous entraîne tout de suite. Alors, Conseil régional du Sud, de quoi il est question? Beaucoup, en préparation de cette émission, m'ont plus ou moins exhorté à vous poser la question. Le Conseil régional du Sud, il est basé où? Il fait quoi? Quelles sont ses compétences, ses attributions? Qui est-ce qui le compose? Et comment ça se passe, chère Madame la conseillère? Mais bien évidemment que le Conseil régional du Sud est basé à Aïboulova, oui. Voilà, dans la région du Sud. Et je ne pense pas qu'il a des compétences spéciales par rapport aux autres régions. Voilà, je pense que tout cela est bien défini. Oui. Voilà. Donc, et comme c'est une nouvelle institution, voilà, qui a l'organe exécutif, l'organe délibérant, et chacun joue son rôle. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui que nous sommes pratiquement 2 ans après votre installation, est-ce qu'on peut avoir une idée ou alors un certain bilan à mi-parcours de ce qui a été fait par ce conseil-là sur quelques aspects que ce soit? Vous avez été présent où dans l'accompagnement des populations, par exemple? Oui, mais il faut bien faire la part des choses, vous savez. Oui. Nous sommes encore en pleine implémentation. Tout à fait. Et il faudrait comprendre que pour qu'on soit véritablement libre de pouvoir se mouvoir aisément, il faudrait que déjà les transferts soient vraiment, les compétences soient vraiment transférées. Ouais. Et ça prend du temps énormément. Donc là, on est en phase de réflexion et d'implémentation, mais vraiment, en attendant, on pose les jalons. Il y a pas mal de choses à mettre en place. C'est pas aussi évident que les gens peuvent voir. En recevant beaucoup de membres de collectivités territoriales décentralisées, récemment encore Sa Majesté Célestin Bézigui, à qui nous disons bonsoir, nous faisait comprendre qu'il y avait un souci particulier sur ce transfert de compétences-là et ce transfert de ressources, parce que je précise que la loi a prévu que les CTD, comme vous êtes appelés, c'est 15% du budget. Est-ce que vous, au Sud, là, les 15% sont arrivés? Pourquoi le Sud n'a pas, je viens de le dire, le Sud n'a pas un statut particulier. Oui. Nous connaissons exactement les mêmes problèmes que tous les conseils. Ça veut dire que vous n'avez pas reçu les 15% ou bien vous avez reçu 8%, 9%? Je crois que, bon, voilà. C'est à ce niveau-là aussi que beaucoup d'acteurs de la décentralisation évaluent le sérieux du gouvernement et évaluent la portée qu'on veut donner à cette initiative d'implémentation de la décentralisation. S'il n'y a pas de moyens. Oui, mais non, mais je pense que les choses se font petit à petit parce que il faut quand même
un bon, c'est-à-dire qu'il faut que tout se passe quand même dans un bon timing. Et puis, il ne faudrait pas que les choses se bousculent parce qu'on est allé dans la précipitation. Je pense que petit à petit, ça, bon, peut-être au compte-gouttes, mais quand même, ça avance petit à petit. Pas que ça avance petit à petit. Voilà. Alors, chère madame, on va essayer de parler justement de ce conseil là que vous connaissez tant et de tout ce qui entoure toutes ces polémiques dont la presse a eu écho. On a parlé, je vais citer pêle-mêle et on va faire un stop si vous le voulez bien, de cette affaire de rideaux. On a évoqué des rideaux payés à prix d'or, parfois 80 millions de francs pour des rideaux. Est-ce de l'ordre du raisonnable? Mais vous croyez vraiment à tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux? Non, on ne le croit pas. On veut bien avoir des sources officielles et je profite de notre présence. Voilà, bon, à ce moment-là, il faut aller chercher. Parce que vous savez, tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai. Et puis, bon, moi, je ne peux pas non plus trop m'exprimer là-dessus. Je ne fais pas partie c'est-à-dire, je ne fais pas partie de l'organe qui gère vraiment les choses internes du conseil régional. Moi, je ne suis que simple conseiller régional. Je fais partie de l'organe délibérant, donc je ne fais pas partie de la gestion interne. Mais je sais quand même que ça n'a absolument... Voilà, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Voilà. On parle aussi abondamment de cette histoire d'acquisition du terrain qui aussi a fait réagir. Pourquoi ce terrain fait autant de bruit? Mais moi, je ne sais pas, parce que on vient de rentrer d'une session il y a 2 semaines et demie. Alors, je ne sais... Non, 1 semaine et demie à peu près. Et donc, moi, je ne sais pas d'où sort cette polémique-là, parce que je sais que nous avons travaillé, nous avons voté les comptes de gestion et administratifs, nous avons examiné et adopté le budget. Et au-delà de ça, nous avons délibéré sur des véritables des projets sociaux qui sont rapidement bénéfiques aux populations. Donc je ne sais pas, moi, d'où sort cette polémique de terrain. Nous en avons de nombreuses. Mais globalement, on va pas vous citer tout ce qui est dit justement sur ces polémiques. Mais la question qui ressort entre les lignes, c'est la capacité justement de ceux qui portent ces institutions d'être à l'écoute et d'être transparents en termes de gestion. Vous qui êtes dans le conseil, comment est-ce que vous jugez le président Emmanuel qui préside ce conseil? Mais moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, on est dans un pays où on aime beaucoup mettre les gens dans les cases. Oui. Et aussi, il ressort toujours certains clichés. Parce que le président du conseil régional, M. Emmanuel V, on a toujours cette étiquette, on a toujours tendance à lui coller cette étiquette d'ancien footballeur. Oui. Qui forcément ne maîtrise pas grand-chose à la gestion ou alors... Mais c'est terrible parce que ce monsieur est très calé. Mais c'est un poids lourd. Beaucoup ne s'imaginent pas, mais il faudrait vraiment qu'on cesse un peu de cataloguer les gens comme ça. Et moi, j'aime, parce que déjà, c'est un papa, c'est quelqu'un qui est très, très paternel. Oui. Et j'aime cette ambiance qu'il a mise, parce que au conseil, nous travaillons dans de très, très bonnes conditions, dans une ambiance vraiment magnifique. Et de là aussi, il ressort beaucoup. Vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on arrête un peu. Parce qu'on juge trop vite et puis on juge de loin et on avance un peu n'importe quoi. Il faudrait qu'on change un peu cet aspect des choses-là. Il faut vraiment laisser... Je crois qu'il faut qu'on nous laisse le temps, en fait. Oui. On est en train de travailler. Et il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Et moi, c'est pour ça, parce qu'en attendant, voilà pourquoi je me suis dit non, il faut que je puisse organiser la jeunesse, oui. Parce que pour qu'elle soit justement la première bénéficiaire des retombées de cette décentralisation-là, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Je ne vais pas en dire. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent, chère madame. Il faut nous faire confiance. Beaucoup interrogent aussi le rythme de la décentralisation. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique.
On ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est la loi de 96 quand même qui l'a mis en place. Oui, mais on 96-2022, c'est quand même beaucoup de temps. Oui, mais on est élu que depuis 2020 aussi. Et le temps de commencer, je crois que... Voilà, il faut pas... On ne peut pas nous demander quand même pour une institution aussi jeune. Et il faut vraiment faire les choses avec beaucoup de minutie, c'est pas évident. Et là, je vous interroge sur une question un peu plus globale. Nous sortons un instant du Sud. Ne pensez-vous pas que c'est cette lenteur constatée et parfois décriée dans la décentralisation qui nous amène sur des extrêmes comme ce que nous observons du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Avec un peu plus de décentralisation, un peu plus d'autonomie des régions, est-ce qu'on ne se serait pas épargné toutes ces dérives et ces revendications sécessionnistes qui s'expriment d'une façon ou d'une autre dans nos eaux? Oui, mais je peux comprendre, je peux comprendre un peu l'impatience des gens quelque part, mais quand même, est-ce que c'est pour cette raison qu'il faut aller, il faut aller jusque-là? Moi, je ne pense pas. Quel que soit le cas, les choses se font. Ils ont un statut particulier, il faut pas, c'est pas non négligeable non plus. Aujourd'hui, qui est une nouveauté, mais il a fallu qu'il y ait, ce long parcours, cette crise qui n'en finit plus pour que l'État lâche du lest et octroie ce statut particulier-là. Si la décentralisation qui date de 1996 avait été mise en place de façon un peu plus accélérée, peut-être on n'en serait pas arrivé là. Pourquoi pas? Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Alors, sur un autre aspect, là, on surfe avec vous, la femme politique, leader d'opinion, sur des aspects un peu plus généraux aujourd'hui, sur l'espace médiatico-politique camerounais. Là, on parle d'affaires. Nous avons cette affaire où la SNH, par exemple, est soupçonnée de détournement, de blanchiment d'argent, de corruption par des sociétés anglaises et américaines. Qu'est-ce que cela vous procure? Bon, il ne faudrait pas qu'on pense que la corruption est une identité propre au Cameroun. Hein. Des cas de corruption, on en a toujours vu partout dans le monde. Bon, c'est vrai, mais on connaît la rigueur du président face à ça. Donc, voilà, moi, encore, ça reste encore une rumeur. On n'a pas vraiment encore... Et puis, la SNH a démenti. Donc, pour moi, il faudrait quand même attendre que la justice fera son travail. Je crois qu'il faut entendre déjà les deux parties et puis à ce moment-là, on se fera véritablement une opinion. On peut se faire une opinion, c'est pas la seule affaire. SNH, la récente qui parlait du côté de Kribi, par exemple, où on a dénoncé aussi un contrat entre le partenaire chinois et l'État du Cameroun. Là encore, des questions se posent sur les orientations qui sont celles de l'État du Cameroun. Vous, en tant qu'élus locaux, est-ce que vous êtes consulté lors de l'élaboration de ces contrats? Moi, je pense que j'avais justement posé la question dans le forum du conseil régional quand j'ai appris la signature de ce contrat-là et je me suis demandé, mais est-ce que le conseil a été impliqué dans ce projet-là? Je n'ai pas reçu une réponse véritable à ce sujet. Bon, et là, j'ai vu que le ministre des Mines s'est clairement exprimé là-dessus. Mais là, en ce qui nous concerne, bon, je pense que il va falloir quand même... Parce que je pense que même si la région n'est pas partie prenante en tant que telle, mais quand même, je pense qu'on a un droit de regard quand même sur ce projet-là. Ce serait... voilà. Donc, mais comme ce n'est pas moi qui dirige on parle aussi de ces exploitations. Globalement, ce qui ressort de toutes ces affaires-là, et j'interroge là la femme politique, ce sont les orientations. Est-ce que vous qui avez connu l'attitude où l'État fait vraiment attention au type de contrat qui est signé, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ceux-là qui représentent l'État du Cameroun dans la prise de décision, d'orientation, dans la signature de contrat, ils pensent réellement au Cameroun? Voilà, je crois qu'il faut... Là-dessus, nous avons un problème, mais encore qu'il faut ça, parce que ça, c'est véritablement propre à tout un chacun de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est pour mon pays?
Parce que voilà le véritable problème que moi je dénote en fait, parce que nous avons ce problème-là de civisme et d'inconscience en fait, et surtout la non prise en compte de l'intérêt commun. Oui. Ça, c'est très important. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aime beaucoup les histoires, mais les histoires qui enseignent en fait. Alors, dimanche dernier, j'étais à la messe, à une petite église, pas très loin, parce que parfois il faut souvent aller à des endroits où on ne vous attend pas. Quelque part après un fou là-bas, j'étais à la messe, j'étais à marraine d'une très jolie petite fille. Et le prêtre, en fait, il a prêché. J'étais très impressionnée parce que c'était un jeune prêtre. Et à sa façon de prêcher, en fait, c'était... il avait cette façon accrocheur, en fait, de parler, parce que parfois, vous savez, on dort à l'église. Hein. Oui. Et il a raconté une histoire, en fait. Et c'était l'histoire, en fait, d'un référent à eux, un ancien prêtre, qui leur avait demandé un jour, mais en fait, il a fait la remarque, en fait, de savoir, on dirait que ici, il y a des gens qui vivent en enfer, d'autres au paradis. Et ils ne comprenaient pas trop. Et cet ancien prêtre leur a demandé, mais est-ce que vous connaissez la différence entre le paradis et l'enfer? Bon, ils étaient perdus. Alors ce prêtre leur a dit, vous savez, en fait, il n'y a pratiquement pas de différence en fait, sauf que là-bas on vit pratiquement de la même manière. En fait, là, quand on mange, les cuillères en fait, ce sont des cuillères longues de 10 mètres. Oui. Donc, en enfer, en fait, il faut puiser, et puis le temps de ramener la cuillère au niveau de sa bouche. En fait, on a rencontré tellement d'obstacles que au moment d'arriver au niveau de la bouche, il reste peut-être une goutte ou alors peut-être une tache d'huile. Bon, alors assez quand même pour pouvoir vous maintenir en vie. Oui. Alors que au paradis, en fait, la personne qui se sert tend à la personne qui est en face et l'autre vous sert, et puis finalement tout le monde mange très bien, et voilà pourquoi au paradis tout le monde est bien portant. Alors l'exemple c'était pour dire quoi? L'exemple c'était pour dire qu'il faudrait qu'on pense un peu à se servir comme au paradis. Pensez que ceux-là qui ont en charge la rédaction et la mise sur orbite de nos contrats au Cameroun, se servent quoi? Je n'ai pas dit ça, je vous ai raconté une histoire. Ok, nous allons essayer d'avancer. Là encore, des questions de gouvernance sont pointées ici et là, mais on dit, et cela est connu, que tout ce monde qui est mis sur satellite pour défendre et parler au nom de l'État camerounais est présenté là par quelqu'un qui préside au destiné de cette République avec toute la lucidité qu'on connaît. Comment est-ce que vous jugez ce monsieur? Oui, mais il ne faudrait pas que... Je veux dire, il ne faudrait pas qu'on soit comme les croyants de peu de foi qui parfois demandent à Dieu ce qu'il n'a pas promis. Je vous dis ça parce que beaucoup pensent que Dieu a promis le bonheur sur terre, hein, mais il n'a jamais dit ça. Hein. Alors, je ne voudrais pas qu'on incombe au président un rôle qui ne lui est pas attribué. Parce que j'ai l'impression qu'on veut lui attribuer le rôle d'un baby-sitter. Voilà, le président de la République, il ne gère pas un pays. Lui, il impulse une dynamique, oui. Il donne une ligne politique. Et à nous de l'appliquer, nous tous, chacun, de l'appliquer vraiment et de l'implémenter comme il faut. Parce que à la longue, c'est pas... Voilà, c'est pour ça que je viens de prendre l'exemple d'un babysitter qui doit surveiller tout le temps ses enfants. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu t'es brossé les dents? Est-ce que tu as fait des devoirs? Est-ce que... Ouais, c'est... Donc moi, je pense que, voilà, il faudrait vraiment que chacun fasse ce qu'il a à faire. Madame la conseillère, nous allons marquer une toute petite halte et revenir tout de suite après pour la suite de nos échanges. À tout de suite.
De nouveau sur le plateau de Face à l'actu de ce soir, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée prestige, Madame Katimeba, conseillère régionale du Sud, mais aussi présidente en chef de la jeunesse, ou alors du parti, pas du parti, du mouvement de la jeunesse républicaine du Cameroun. Vous allez me corriger si je me suis trompé sur une présentation. La GEC, Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Voilà que c'est dit de façon précise. Avant notre légère halte, mesdames, messieurs, nous étions en train d'épiloguer sur les questions de gouvernance, questions de gestion du Cameroun, et on s'interrogeait sur les capacités avérées, potentialités certainement confirmées du maître en chef du bateau Cameroun. Et madame nous expliquait qu'il ne fallait pas demander trop, ou alors ne pas trop attendre des choses qu'on ne vous avait pas promis. C'est de cela qu'on parlait. C'est ça, ou alors qu'on ne lui attribue pas enfin, sa fonction, en fait, n'est pas d'être derrière les gens à jouer le policier. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc voilà, qu'on ne lui exige pas quelque chose qui n'est pas de son ressort, pas de son ressort, en fait, mais enfin, bon, encore que de sa compétence, on peut le dire, parce qu'on a toujours, on est toujours facile à dire oui, mais il faudrait qu'il aille souvent voir, regarder si ceci est fait ou si ceci n'est pas fait. Mais je me demande, est-ce qu'il faut vraiment toujours rappeler les gens à leur conscience? Je ne sais pas, c'est à chacun. Peut-être c'est le modèle de gestion du Cameroun qui le met au-dessus de tout, qui implique peut-être cela aussi. Et beaucoup, je me souviens de l'excellent ouvrage d'un aîné dans le métier que nous avons choisi, qui, François-Marc Mozom, pour ne pas le citer, a parlé des silences du président. Voilà. Est-ce que ce silence-là, parfois, il faudrait pas l'interrompre un tout petit peu? Ah, mais il arrive quand même de les interrompre. Mais en fait, il a son langage. Le président de la République est une personne qui est, en fait, je ne dirais pas une énigme, mais c'est aussi ça qui fait la particularité de cet homme-là, oui. En fait. Parce qu'il faut le connaître. Il parle, en fait. Ses silences, parfois, parlent aussi. Oui. Voilà, donc, quand il lui arrive de réagir, on le sait et on le voit aussi. Hein. Je peux supposer, et beaucoup avec d'autres, que vous le connaissez bien. Alors, ce silence actuel, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, mais on va dire, bon, parce qu'il faudrait déjà savoir, parce que si vous parlez en termes du fait que c'est mon oncle, parce que mon oncle n'est pas le président de la République, mon oncle c'est mon oncle, mon oncle s'appelle Paul Biya, mais le président de la République est le président de tous les Camerounais. Oui. Voilà, parce que sinon je serais la nièce de tous les présidents du Cameroun, ce qui n'est pas le cas. Bon, non, moi je pense que c'est voilà, ces silences légendaires là qui ne veulent absolument pas dire qu'il n'agit pas. Oui. Voilà. Donc on va s'attendre dans les prochains jours à voir la manifestation sur le terrain de ces silences dans un sens comme dans un autre. Mais on en voit déjà tellement. Mais comment on peut imaginer que rien n'est fait? Parce que vous savez, j'ai toujours l'impression qu'on prend toujours... On a toujours vite fait de faire ces comparaisons-là. Vraiment, en Europe, c'est comme si, vraiment, la France, c'est le plus beau pays au monde. Et vraiment, mais je ne sais pas. Il faut quand même pas qu'on oublie que le Cameroun n'a qu'une 60aine d'années. Oui. Voilà. Et moi, je pense que le Cameroun actuel, ces pays-là n'avaient pas le niveau du Cameroun à 60 ans. Parce que c'est comme si on est en train de comparer un monsieur d'une cinquantaine d'années à un vieux bicentenaire de 203 ans. Oui. Faudrait quand même que... Il y a beaucoup de choses qui sont faites et il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Parce que dans ces pays-là, justement, voilà, on le sait tous, hein, parfois, on a tous vu la fin des grands empires, parce que quand on a atteint l'apogée, après, il ne reste plus autre chose que le déclin. Là, on a encore tellement de choses à faire. Et beaucoup est déjà fait. Et donc je ne sais pas pourquoi on a toujours tendance à dire que rien n'est fait. On a beaucoup. Beaucoup est fait, mais beaucoup pensent aussi déjà aux années à venir. Et le grand débat au Cameroun, et même quelquefois
sur la formation politique que vous représentez sur ce plateau, c'est la projection. Comment est-ce que vous voyez le RDPC dans 40 ans, dans 30 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Vous le voyez toujours aussi dominant, vous le voyez toujours aussi régnant, vous le voyez constant, vous percevez de l'intérieur, je suppose, cette ambition d'évolution. Comment est-ce que vous le sentez, vous qui êtes à l'intérieur de cette grande machine RDPC? Non, mais je pense que le RDPC va évoluer avec, à travers les années, avec ces générations. Donc, il y aura forcément des réformes qui seront faites et pour être adaptées au contexte actuel en ces moments-là. Donc, pour moi, bon, ça va quand même être difficile de déloger ce parti-là. Donc, mais je ne dirais pas non plus qu'il est parfait. Il y a bien sûr des failles, mais je pense qu'il y aura forcément des réformes qui pourront... Et puis il y a une nouvelle génération, une nouvelle classe de jeunes politiques, de jeunes politiciens qui vont forcément impulser autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut garder ce lien-là avec les aînés. Parce que les aînés sont... ce sont nos guides, en fait. De par leur expérience, de par leur connaissance de la vie même. Donc, le conflit intergénérationnel, vraiment, c'est quelque chose que... Justement, vous faites bien d'évoquer cet aspect, conflit intergénérationnel. Un de vos anciens camarades que j'ai eu le plaisir et l'honneur, justement, d'accueillir en ces lieux, l'a beaucoup marqué, mais au fer rouge. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, qui, pour certains, représentait cette ambition de renouvellement de la classe politique au sein du RDPC, n'a pas eu les faveurs de son conseil de discipline. Comment est-ce que vous, en interne, vous, en tant que femme politique, avez accueilli le sort qui lui a été réservé, lui biaïste par définition et par proclamation? Oui, bon, il faut dire que, voilà... Bon, en tant qu'aîné, on peut être assez chagriné de la sanction qui lui a été infligée, mais en même temps, le parti a sa discipline qu'il faut respecter. Donc voilà, les sanctions sont les sanctions, il faut les appliquer. Mais bon, cela, je pense, n'enlève rien à son talent, à sa verve en tant que personne. Alors, ça n'enlève rien à son talent, à sa verve. Mais beaucoup espéraient, au travers de ces personnes-là, voir un nouveau souffle. Quelle est la place du jeune au sein de la formation politique qu'est la vôtre? Les jeunes ont-ils voix au chapitre là-bas? Ou alors c'est les aînés qui, de temps en temps, veulent bien brandir un ou deux pour montrer l'exemple? Bon, je pense que... Vous êtes relativement jeune par rapport à la classe dominante où c'est notre appareil. Aussi, je suis une femme. Donc, c'est pas évident. Bon, le président de la République, lui, tient vraiment à ce que la jeunesse soit partie prenante dans le parti. Donc... mais c'est vrai qu'il faut encore quand même un certain travail pour qu'on soit de plus en plus. Bon, je ne pense pas qu'on n'est pas encore véritablement aussi nombreux. Mais il y a quand même, il y a beaucoup de jeunes. Moi, dans mon village, à Myomosala, la majeure partie des conseils municipaux sont tous jeunes. Madame, nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord, mais des exemples parlent. Au JRDPC, le président... Il a largement dépassé la trentaine. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par ces exemples-là pour montrer cette volonté, cette ambition de faire bouger les lignes entre guillemets? Voilà, mais non, mais là, pour le président de l'OJLPC, c'est un exemple que je ne connais d'ailleurs pas, mais que je sais, au vu de... mais moi, je ne suis pas vraiment... je suis pas une décideuse du parti. Donc, pour l'instant, je suis qu'une militante et conseiller régional de mon État, donc je m'occupe de la politique de développement. Maintenant, la politique de ça. Les grandes orientations, moi, je ne choisis pas les hommes. Vous alignez derrière la discipline du parti. C'est tout. Merci Madame Kachi Meba pour cette sincérité affichée sur ce plateau. Nous osons vous croire et certainement
Nous allons, mesdames, messieurs, avancer dans des échanges qui sont les nôtres ce soir pour interroger un autre aspect qui est celui de notre invité du soir, bien évidemment, l'aspect associatif. Comme je le disais, Madame préside aux destinées d'un mouvement, la jeunesse émergente républicaine du Cameroun. D'où vient l'idée de cette association, chère madame? Ah, voilà, ça c'est une très très bonne question. Parce que l'idée de créer la GEC me vient simplement comme ça, comme une vision. Parce que je me suis dit, en fait c'est à force de recevoir beaucoup de sollicitations des jeunes. Bon, il est vrai que du fait que certains me trouvent peut-être assez disponible, assez ouverte, toujours à l'écoute. Et je reçois énormément des sollicitations des jeunes, des problèmes, de tout ça. Et je me suis dit, mais je ne peux pas résoudre les problèmes. C'est-à-dire, même avec la meilleure des volontés, personne ne peut arriver à résoudre autant de problèmes à la fois. Et puis un jour, en me posant des questions, j'écoute de temps en temps, parce qu'on peut le dire, hein, j'écoute énormément les discours du président. Parfois, j'en reviens, je passe en boucle, surtout là où il s'adresse aux jeunes. J'écoute énormément. Et puis un jour, je me suis dit, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Est-ce qu'on comprend vraiment le sens des messages qu'il veut bien qu'il nous envoie? Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a un véritable problème. Moi, j'ai comme l'impression que il est temps, en fait, que la jeunesse camerounaise essaye véritablement de se concentrer sur ce qui est essentiel pour elle. Merci, madame la conseillère. Nous allons prendre la seconde halte. Cette fois-là, pause, pub, et revenir tout de suite après pour le déroulé de votre combat associatif pour un bien-être de la jeunesse camerounaise. À tout de suite. Assurance, you are assuredly in good hands. Venez à la découverte de la vitrine de la région du Soleil Levant. Nous sommes représentés dans toute l'Afrique. Appel WhatsApp 695 62 24 43. Mahol Scientific Research, champion d'Afrique dans sa spécialité. Reconnu comme le meilleur phytothérapeute, le plus en vue des temps modernes, dans la ville de Yaoundé et environ, le docteur Abanké. Le docteur Abanké est un génie de la phytothérapie, exerçant depuis une vingtaine d'années, couronné de succès et de multiples distinctions honorifiques sur l'éradication des pathologies telles que les MST, les IST, le chlamydia, les hépatites virales A, B, C, les myomes, les fibromes, les kystes ovariens, la prostate. Alors pour un traitement par le naturel sans effet secondaire, référez-vous à la référence qui n'est autre que le docteur Abanké et ses différentes cliniques situées respectivement au pont de la gare, à l'entrée principale du marché du Fundi, à la montée carrossée en allant à Ekounou, à Vogada. Tout ceci dans l'optique de se rapprocher au maximum de ces très aimables patients. Mes chers frères et sœurs, j'ai pris ces deux produits qui m'ont beaucoup aidé à la santé. Je suis très fier des produits du docteur Abanké. Il est à noter que le docteur Abanké entend élargir son champ d'action dans d'autres secteurs de la ville de Yaoundé au Cameroun, en particulier et dans toute l'Afrique en général. Dès lors, pour tous vos soucis de santé, même les plus désespérés, les plus redondants, voire même les plus radicaux, confiez-vous au docteur Abanké et augmentez assurément votre espérance de vie via les contacts 699 47 48 31 673 79 89 17 avec le docteur Abanké, la santé assurée. Voici la magie.
Pour tous vos besoins en matériaux de construction, la référence, c'est la Maison du Charpentier. À la Maison du Charpentier, vous trouverez des tôles métrobontes granulées et sablées, les nouvelles tôles les plus résistantes sur le marché. Vous y trouverez également des tuiles, des tôles bacs, des tôles ondulées, des tôles nylon et translucides, sans oublier les accessoires. La Maison du Charpentier, c'est aussi la conception, la réalisation et le relooking de vos charpentes métalliques ou en bois, sans oublier le service de livraison à votre demande. La Maison du Charpentier, c'est la construction d'aujourd'hui et de demain. La direction générale est située à Yaoundé, Vogada, Carrefour Isakam, avec ses agences Doja, Mokolo et Mendon, Douala, Carrefour Yassa. Contact. Retour sur le plateau de Face à l'actu. Nous sommes toujours en compagnie de Madame la conseillère régionale du Sud, avec qui nous échangeons sur des aspects politiques, des aspects associatifs. Et nous étions justement en train de parler de cette jeunesse-là émergente, républicaine du Cameroun, que vous avez l'honneur de présider. C'est un mouvement associatif. Et vous nous faisiez la confession de l'idée de création de ce mouvement. Voilà. Oui, donc, et là, je me suis dit, non, mais la jeunesse camerounaise est tellement... Je pense que c'est même une jeunesse qui est enviée ailleurs. Oui. Et je pense qu'en fait, elle n'a pas bien compris quelle était sa force. Et à force, en fait, de recentrer son énergie sur ce qui n'est absolument pas important pour elle. Et je me suis dit, il faut que je crée quelque chose, une plateforme de réflexion qui peut nous permettre de nous désengager de nos contraintes politiques et religieuses et autres, mais une plateforme légale qui peut nous permettre de réfléchir, de penser, de trouver des solutions à nos problèmes, parce que nous avons toutes les compétences, toutes les intelligences, et nous avons la force même qui est une grâce d'être jeunes. Oui. Donc il ne nous manque pas grand-chose, simplement l'effort justement de se recentrer sur un seul objectif, qui est celui-là de se réunir et de chercher à bâtir par nous-mêmes. Parce que parfois, on prend souvent un exemple, certains pays comme le Rwanda, mais le Rwanda a été bâti par la jeunesse, par une impulsion et une volonté. Oui. Donc, moi, je me suis dit, on a tout en fait. Il faut simplement qu'on puisse se réunir. Et c'est ça, parce qu'on peut y arriver. J'ai souvent dit, moi je suis pas entrée en politique pour... bon, voilà, je ne suis pas une grande analyste de je ne sais pas quoi. Voilà, moi c'est vraiment le social. La base. Et oui, voilà, c'est 1 + 1 = 2. Voilà, et ça tout le monde peut le vérifier. Et voilà, je me suis dit, mais pourquoi ne pas vraiment nous retrouver, nous regrouper, nous recentrer? Et voilà, je prends souvent un exemple simple, parce qu'en fait, au-delà du fait que nous devons vraiment, parce qu'il y a beaucoup de travail, à faire avec ces jeunesses-là. Il y a celle qui est perdue, il y a celle qui rentre complètement dans les stupéfiants, les produits licites, la dépravation, mais... Alors, la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est justement, au-delà du fait que la cible soit jeune, quels sont les secteurs ou les aspects sur lesquels vous et votre mouvement insistez pour que cette jeunesse-là puisse retrouver le droit chemin? Ah, mais justement, surtout, on travaille déjà dans le sens de la réunir. Et on insiste énormément sur l'amour de son frère, oui. De son frère camerounais. Et cela part d'abord de l'amour de la patrie. Parce qu'il faut aimer déjà sa terre. Il faut que ce pays-là coule dans notre sang pour qu'on puisse vraiment savoir qu'on n'a pas... C'est-à-dire que tel ou tel est mon frère. Puisque, bon, voilà, si je reviens dessus, on a souvent l'habitude de demander, oui, voilà, elle est conseillère régionale du Sud, mais pourquoi est-ce qu'elle s'occupe des problèmes du Nozo? Pourquoi est-ce qu'elle s'occupe des problèmes des Arabes? Mais
avant d'être conseillère régionale du Sud, je suis camerounaise. Oui. Quand un enfant meurt dans le nosose, je suis profondément touchée. Quand un problème se passe à l'extrême nord ou au nord, je dois me sentir concernée. Ce n'est pas parce que on parle de décentralisation qu'on va se dire que non, voilà, chacun fait. Non, on est Camerounais à la base. Quel que soit le cas, on reste un État unitaire, décentralisé en fait. Et on doit, vraiment, il faut répartir, enseigner à la jeunesse vraiment cet amour, les véritables valeurs traditionnelles, les véritables valeurs patriotiques, les valeurs républicaines. Parce que beaucoup l'ont perdu et je pense qu'il faut même partir à la base. Nous, avant, à l'époque, quand on passait en route, tu entendais chanter l'hymne national, mais mais tu calais poster, comme on dit. Voilà. Mais là, aujourd'hui... Alors, la GERC existe. On a vu vos multiples prestations durant le 20 mai. Alors, comment est-ce que vous vous déployez sur le terrain? Vous êtes représenté à l'échelon national ou alors vous existez seulement au sud et peut-être à Yaoundé? Ah mais non, mais pas du tout. C'est que contrairement à ce que je croyais, parce que justement quand je parle de cette idée qui m'est venue, je ne pensais pas qu'elle allait être aussi bien accueillie. En fait. Oui. Et on se rend compte que justement, peut-être que cette jeunesse-là avait juste besoin de quelqu'un qui leur dise, mais attendez, réveillez-vous. Oui. Vraiment, il est temps parce que, quel que soit le cas, vous êtes ceux-là qui allez porter ce pays demain. Donc, par conséquent, il faudrait que vous soyez préparés et que vous soyez organisés. Parce que moi, je leur prends souvent un exemple simple. Je leur dis, bon, écoutez, moi, je vous ai créé une plateforme qui nous permet, le seul effort que nous avons à faire, c'est de nous retrouver ensemble, de réfléchir ensemble. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'un nouveau membre intègre la GERC, il se présente son nom, son domaine de compétences et tout. Parce qu'il y a une équipe derrière qui classe les membres pôle par pôle selon leur domaine de compétences. Parce que nous avons des objectifs et des projets véritablement sociaux à une... Bon voilà, on s'est fixé une deadline de fin 2023. Oui. C'est-à-dire, voilà, je leur prends souvent l'exemple. Imaginez, voilà, on se retrouve 2 millions de membres dans cette association. Et le jour où on décide de passer à l'étape de réalisation, c'est quoi? C'est que on peut se dire qu'on lève ces 1000 francs. 1000 francs, c'est ce que même l'enfant du collège peut se dire, ok, je me prive de mon goûter, je donne mes 1000 francs. 1000 francs fois 2 millions de personnes, ça fait 2 milliards. Oui. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas financer comme projet? Alors, le médecin, le pôle des médecins, vous voulez construire quoi? Un hôpital? Dans quelle région? Ok, on lève. C'est 1000 francs, ça n'a pas coûté grand-chose. Mais parce qu'on a été nombreux, parce qu'on s'est unis, ça nous a coûté un infime effort, oui. Mais on va réaliser beaucoup. Alors, les experts en adduction d'eau, vous voulez faire où? Dans quelle région? On lève. Ça n'aura, mais vraiment, mais l'impact que nous allons pouvoir, et nous allons ainsi construire, nous allons créer nos propres entreprises, nous allons nous auto-embaucher, nous allons devenir nos propres directeurs généraux, des DG, des ceci. Et en fait, et voilà, nous devenons, les problèmes de chômage, on va ainsi, oui. Voilà, trouver des solutions. Et nous pouvons même devenir comme ça un socle vraiment de soutien. Parce que, comme je l'ai dit, même l'État ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, quand aux États-Unis, il y a encore des gens qui dorment dans la rue, dans tous ces pays. Donc, il faut que nous puissions faire de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui ne nous demande pas grand-chose, mais nous pouvons créer, trouver des solutions à nos propres problèmes. Voilà véritablement le sens de la GERC, en fait. Alors, voilà le sens, les objectifs, la deadline 2023, vous l'avez évoqué. Mais aujourd'hui, Madame la conseillère ou la présidente, permettez-moi de faire une légère digression justement en parlant d'un aspect que vous avez évoqué, cette jeunesse en manque de repères. Et justement, on a l'impression que le vide laissé par rapport à ces repères-là est comblé par des personnes. Là, les dernières actualités au Cameroun nous faisaient parler d'influenceurs, influenceuses. On a eu le scandale qui nous venait de Dubaï. Comment est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, avez réagi à tout cela? Oui, mais bon. Les jeunes que vous rencontrez au quotidien. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à cela? Oui, mais justement, moi je suis occupée
à organiser et à enseigner à ces jeunes-là justement qu'ils n'aillent pas se perdre dans les réseaux sociaux, dans les directs Facebook et puis je ne sais pas, parce que il y a tellement à faire. Il faudrait qu'elles se recentrent sur autre chose, parce que ces références-là qu'on veut bien ne sont pas les meilleures. Oui. On a une jeunesse véritablement qui a toutes les compétences possibles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ceux-là ne sont pas autant valorisés que, en fait, ce qui nous apporte rien que l'apparence, le superficiel, voilà. Et donc, il faut enseigner. Je vais vous raconter, il y a encore une histoire. Vous savez, il y a énormément, il y a des gamins, des élèves. Hein. Oui. La dernière fois, je suis allée au lycée technique de Ngousso pendant les journées de la langue maternelle. Et j'ai été absolument choquée parce que j'ai remarqué pendant cette cérémonie, il y avait des activités, des miss, des danses traditionnelles, tout ce qu'il faut. Mais alors, il fallait voir quand les miss, c'est-à-dire les jeunes filles, elles ont tout donné dans l'apparence pour être très belles, pour être vraiment. Là, vous voyez que sur ce qui n'est pas vraiment utile pour eux, là, ils se concentrent là-dedans. Mais pendant cette cérémonie, on a demandé qui était le ministre de la Culture. Personne n'a été capable de répondre. Même celui qui jouait le rôle d'impresario, d'animateur, qui était un étudiant de Yaoundé 2, il n'a pas su donner le nom du ministre Bidongpat. C'est incroyable. Et vous vous rendez donc compte qu'il y a un véritable travail à faire. Parce que c'est très facile de copier ce qui est mauvais. Oui. C'est très très facile. Mais alors, c'est très dur maintenant de réintégrer ces véritables valeurs-là. Et ça, ce chantier, il est énorme. Et c'est un chantier qui est très cher au président de la République. Voilà pourquoi je m'intéresse à cette jeunesse-là. Alors, on va avancer avec une question en deux volets. On parle là de projet, une ambition pour les jeunes sous le modèle de ce que le président Paul Biya propose à longueur de discours à sa jeunesse, une jeunesse qu'il veut dynamique, proactive, une jeunesse qu'il veut à l'abri des réseaux sociaux. Il a demandé que cette jeunesse-là ne soit pas des followers passifs sur les réseaux sociaux. Alors, tout cela est bien beau, madame, mais comment est-ce que cela se finance? Première question. Et ensuite, est-ce que vous avez un soutien gouvernemental? Tant qu'il est clair que l'initiative que vous portez, elle est une initiative de salut public, salut de la jeunesse. Bon, il faut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, je ne m'attendais pas à ce que l'idée soit aussi bien accueillie par la jeunesse, en fait, parce que c'est quand on ne s'imagine pas que la GEC n'a que 6 mois d'existence, hein, et je vous assure qu'on compte aujourd'hui des milliers d'adhérents à travers le monde. Je dis, la jeunesse est représentée partout, mais jusqu'en Australie. Moi, je n'ai pas du tout calculé, je ne m'attendais pas à cette prise rapide des choses. Donc, c'est vrai que moi-même, je suis très surprise. Et je pense que on n'a pas, avec le temps, on verra bien ce qu'on arrive à faire. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas un soutien institutionnel quelconque, non, on fait. Vous allez approcher le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse, effectivement, qui est le ministère de tutelle des jeunes, hein, il connaît voilà, comme vous avez pu le voir, nous avons été choisis par le MINJEC, qui était le président du comité d'organisation du défilé civil. Oui. Et il a donné la chance à la GEC justement pour faire le bouquet d'ouverture du 20 mai. C'est parce que en termes d'expérience, lui, il connaît. Nous avons l'image, votre participation. Oui, c'était assez coloré, assez festif. Nous avons voulu proposer quelque chose d'innovant, de quelque chose de pas très... Et on n'était pas très sûr aussi de comment ça va être accueilli, de sortir en fait un carnaval comme celui-là. Et vous voyez, et c'est une idée aussi d'un membre de la GEC qui est de la diaspora, qui est un carnavalier connu dans le monde, M. Bima Ipouk, mais
Voilà, il y a donc la jeunesse camerounaise a tellement de ressources et il faudrait qu'on lui fasse un peu plus confiance. Et c'est pour ça que moi je me suis dit qu'il faut vraiment qu'elle s'organise. À partir de là, quand elle est organisée, structurée, les aînés pourront se dire que voilà, ces gens-là, je crois qu'ils ont déjà compris, ils ont compris où ils vont et je pense qu'à partir et peut-être qu'à partir de là, on peut leur faire un peu plus confiance. Madame la conseillère, comme beaucoup aiment à vous appeler, Madame la présidente, Madame Cathy Meba, merci. Maman Cathy, c'est une découverte que je fais sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de la grosse équipe de production qui accompagne, qui concocte cette émission de Face à l'actu. Certainement, vous avez un petit mot de fin pour nos téléspectateurs qui nombreux nous regardent. Voilà, non, déjà, c'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Voilà, c'était très sympa. Bon, bien évidemment, je salue tous qui nous regardent. Je salue tous les Camerounais. Je salue, bien évidemment, mes petits gersistes et surtout mes petits chouchous du lycée technique de Sam et du lycée technique d'Angousso parce que c'est les plus jeunes. Donc, je les aime beaucoup. Donc voilà, à toute la GEC, je vous aime très fort et à tous les Camerounais. Voilà, merci. Merci Madame Cathy Meba pour ces quelques révélations sur le parcours politique qui est le vôtre, pour l'ambition jeune qui est la vôtre, pour justement vos prévisions pour l'avenir et le devenir de ces chers et beaux pays, le Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est une fierté d'être en votre compagnie, de savoir au gré des réactions que vous avez exprimées nombreuses, que nous étions suivis, les plus suivis ce soir. C'est fut un plaisir et je vous invite, Mesdames, Messieurs, à nous retrouver la semaine prochaine, toujours avec le même engouement, la même verve. Prenez soin de vous et excellente fin de soirée.